Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau d'Enquête de Solutions, votre rendez-vous sur le journalisme constructif. Je suis aujourd'hui en compagnie de mes 3 acolytes, Flora Zanichelli, Sonia Bonin et Aurélie Selvi. Bonjour. Comment vous allez, mesdames? Bonjour. Salut Roxane, ça va? Nickel. Le thème du jour nous tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de Mare Nostrum, soit la Méditerranée. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Jean-Pierre Gattuso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe à Villefranche-sur-Mer, directeur de recherche au CNRS. Et Jérôme Bottero, bonjour. Bonjour. Vous êtes pêcheur professionnel à Antibes. Et merci donc tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Pour entrer dans le vif de ce sujet, Flora, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment le sujet s'est imposé? Eh bien, Roxane, nous avons quitté les arbres le mois dernier. Et c'était beau. Voilà. Un dossier très vert, très touffu, on s'en souvient. Et donc, cette fois, on avait décidé de proposer un dossier très bleu qui est la mer Méditerranée. Et effectivement, au vu de ce qui s'est passé cet été, augmentation des températures, puis ce sujet qui est finalement à la croisée de tant d'autres, que ce soit thème écologique, économique, ça s'est imposé. Et c'est arrivé en tête des votes de nos lecteurs, donc avec 37% pour, devant la justice, comment soigner une justice malade, qui a recueilli 33% et 30% pour la fracture numérique. Nickel. Oui, c'est vrai qu'après, c'est aussi des sujets importants. Mais là, on est en fin de bon. Justement, beaucoup de réactions, justement, tu m'avais dit par rapport à ce sujet. Je voulais savoir pourquoi, Aurélie, c'est si important aujourd'hui de parler de Méditerranée. Il y a un propos que je trouve intéressant qui est signé Joël Guillot, qui est un climatologue, qui est également co-auteur de l'un des rapports du GIEC. Il dit que la Méditerranée, c'est le monde en plus petit. En fait, c'est une mer centrale, donc qui peut simuler l'océan mondial, avec autour des pays du Nord, des pays du Sud, avec des problématiques économiques différentes. Et cette mer, finalement, ce qui s'y passe, c'est un petit peu un miroir, un symbole de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc c'est intéressant de la voir aussi comme cela. Et on va voir avec les quelques chiffres qu'on a extraits en début de dossier grâce aux différents experts qu'on a sollicités, on va voir un petit peu la photographie de son état actuel. Donc je voudrais vous montrer ces quelques données. Donc plusieurs en effet thématiques s'entrechoquent. Déjà, on peut voir qu'en 40 ans, les côtes de la Méditerranée, toutes côtes confondues, ont gagné énormément en population, plus 55 millions d'habitants. C'est énorme. C'est énorme. C'est aussi la première destination touristique au monde. Donc on sait aussi que la population, elle évolue beaucoup selon les saisons. Et nous, on le sait particulièrement sur la Côte d'Azur. Et on va voir dans la deuxième slide qu'il y a des indicateurs économiques aussi qui sont forts. Il y a une forte économie autour de la Méditerranée. 300 000 emplois liés à la pêche, donc direct ou indirect. 30% des échanges maritimes mondiaux. Si on repart sur le côté environnemental, on peut voir que son acidification va assez vite également, plus 13% depuis 2007, et également que ses côtes, en tout cas sur notre littoral à nous, se bétonnent assez rapidement également. Mais ces chiffres-là, donc c'est qu'une photographie, il n'y a pas tous les éléments. J'aimerais que M. Gattuso, vous, en tant que co-auteur également du rapport du GIEC, et puis que océanographe, vous puissiez nous éclairer sur cette photographie. Est-ce qu'elle vous semble suffisamment parlante? Et puis est-ce que les phénomènes environnementaux sont allés vite en fait dans cette petite mer? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors les changements liés au climat, mais aussi aux actions directes comme la pollution par le plastique, se retrouvent exacerbés en Méditerranée du fait qu'elle s'échange très lentement avec l'océan Atlantique. C'est une mer qui est quasiment fermée et donc on a cette accumulation importante de tous les facteurs de stress dans la Méditerranée. Donc c'est tout à fait vrai ce que dit Joël Guillot, c'est un océan en miniature et où on peut... Ce qu'on voit en Méditerranée, on va le voir dans un avenir proche ailleurs dans les mers et océans. Peut-être ce qui manque dans l'infographie, c'est l'aspect pollution plastique qui a un rôle très très important en Méditerranée, malheureusement. Énormément de plastique et les collègues d'Ifremer montrent qu'on voit ce plastique à 2 à 3 000 mètres de profondeur aussi. Ce sont des microparticules ou des... Des micros et des macroparticules. Le plus embêtant, c'est les microplastiques, évidemment, parce qu'ils entrent dans la chaîne alimentaire, mais on trouve des plastiques de toute taille en Méditerranée. Effet, ouais, non, quand même. Merci. Eh bien, merci pour cette première rentrée en matière du coup. Plongeons-nous maintenant dans les eaux profondes de la Méditerranée. Jingle. Et place maintenant au focus. Alors Flora, de quoi allons-nous parler? Il me semble qu'il y a une histoire de pêche, quelque chose comme ça. Tout à fait, Roxane. Nous avons pris le large vers le cap d'Antibes, où nous sommes allés voir un cantonnement de pêche
Mais qu'est-ce qu'un cantonnement, s'il te plaît? Un cantonnement de pêche, c'est un endroit où la pêche est complètement interdite en fait. Et c'est le cas dans 66 hectares autour du Cap d'Antibes depuis 2020. Et donc on est allé voir comment il avait été mis en place. Et c'est la rencontre entre les pêcheurs de la Prud'homme d'Antibes et la personne qui gérait la zone Natura 2000 qui a fait que voilà, ça a pu voir le jour. Et c'est ce qu'on a essayé de comprendre. D'accord, tu m'as dit d'ailleurs qu'il y avait une belle synergie d'ailleurs entre toutes ces personnes. Et il me semble qu'on a un extrait vidéo de ton reportage avec Quentin Lazeras. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. C'est ça qui est important, c'est que les pêcheurs, connaissant la valeur de cette zone, se sont dit non, cette zone, on ne pêche plus, on la préserve justement pour qu'elle ait cet effet réserve, reproduction, grossissement des poissons qui vont essaimer après sur tout le site. Donc là, on est sur la réserve qui est un cantonnement de pêche de la Péquerolles. C'est une zone donc, qui est connue depuis des décennies, des centaines d'années, ça a donné son nom, parce que c'était une zone riche justement. Riche pour la pêche et pour les poissons qu'on pouvait y trouver. De belles images en tout cas. Monsieur Bottero, merci encore d'être avec nous en plateau. On ne le voit pas sur ces images, mais vous étiez également en reportage donc avec Flora et Quentin, dont par contre la version longue est disponible en ligne, je le précise également. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment s'est créé ce cantonnement et quel a été le déclic? Eh bien, on s'est retrouvés un jour autour de table avec mes deux autres pêcheurs professionnels qui sont Monsieur Cepero Julien et Stéphane Vitry. Et on a voulu faire un cantonnement de pêche. C'était compliqué parce qu'on avait plusieurs sites déjà à observer. On aurait pu le faire aussi sur leur aventurier, on aurait pu le faire aussi sur notre zone. Et à la sortie, on a décidé de le faire sur la Pesquerolle parce que c'était quand même une zone où il y a une très grosse fréquentation de mérous, qui est un poisson assez protégé. Il y a des tombants, des super tombants où il y a des herbiers de Posidonie, où il y a du coralligène, et on y retrouve des langoustes, des chapons, des mostelles. Mais les zones aux alentours, depuis des années, s'appauvrissaient en ressources, et on a décidé de faire un cantonnement de pêche à cet endroit, et ça permet aussi, en espérant que ça repeuple les alentours. Vous étiez inspiré du cantonnement de Caproux, non? Oui, on avait des exemples au cantonnement de Caproux, de Golfe-Juan aussi. Il y en a un à Golfe-Juan qui est super. Et voilà. Après, il faut se dire aussi que sur cette zone, on est 10 pêcheurs professionnels à Antibes, on s'interdit la pêche dessus. Donc, bien sûr, quand même, c'est ça qui est fort. C'est un acte très fort. Voilà, c'est un acte fort quand même parce que. Faire un cantonnement de pêche, c'est minimum 10 ans ou voire 15 ans pour avoir des résultats, et pendant ce temps-là, on ne va plus pêcher du tout. On a le droit de pêcher aux alentours, mais pas dessus. Alors, je pense que c'est un truc important pour la Prud'homme d'Antibes et tous ces pêcheurs et dans l'avenir. C'est pas de tout repos en plus de mettre en place un cantonnement de pêche. Vous nous avez expliqué un petit peu comment vous aviez fait. Ça implique aussi des décisions administratives. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu. C'est-à-dire que sans une personne, je voulais citer Madame Casamata Céline, qui est responsable du comité départemental, comité local. Ça n'aurait pas pu se faire parce que tout ce qui est paperasserie, administratif, rencontrer les affaires maritimes, rencontrer les préfets maritimes, rencontrer toutes les personnes haut placées, nous on n'est pas capable, pêcheurs professionnels, de faire ça. Donc, ouais, c'est un sacré boulot en plus, ouais, ça clairement. Encore aujourd'hui, en plus, il y a des petites choses à mettre en place. Vous nous parliez du balisage, que voilà, c'est un petit peu. C'est-à-dire que nous, le balisage, avoir une zone protégée, ça aurait été bien d'avoir un balisage aux 4 points pour se dire, pour faire pour surveiller la réserve, pour
avoir eu des solutions, parce que de nos jours encore, et encore la semaine dernière, un pêcheur d'Antibes, monsieur Cepero, est allé voir un bateau qui pêchait sur zone avec l'ancre, et les gens, ils n'ont pas de bonne foi, et ils disent ah ben il n'y a pas de bouée, on ne sait pas où ça est, voilà, il y a plus de mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est une zone de concentration en ce moment, il y a beaucoup de liches, il y a beaucoup de dorades grises, et les gens ils pêchent dessus, et voilà. Alors nous, on se l'interdit et les gens, ils sont pas honnêtes du tout et c'est malheureux. Ah oui, non, c'est clair que c'est super malheureux. Mais en plus de ça, mais du coup, ces gens qui pêchent, ce sont des gens, enfin des professionnels? Non, pas du tout, ce sont des... Non, c'est de la pêche de loisirs. Voilà, ça rejoint le sujet qu'on a traité, en effet, comment mieux réglementer la pêche de loisirs. On voit que c'est un énorme enjeu en Méditerranée. C'est incroyable. Et d'ailleurs, Monsieur Cotalorda du laboratoire Ecosys, qu'on a interviewé dans le cadre de notre teaser, nous disait que effectivement, même dans les aires marines protégées, ce qui manque, c'est de la ressource humaine pour mieux contrôler. Parce qu'on peut prendre toutes les décisions qu'on souhaite, s'il n'y a pas le contrôle qui est effectué, en effet, pour que les plaisanciers ne viennent pas jeter l'ancre n'importe où, voilà, ça reste une zone plus ou moins de non-droit. Alors les aires marines protégées sont quand même assez scrutées, mais un cantonnement avec toute la bonne volonté que ça implique de votre côté, il faudrait aussi qu'il y ait les moyens pour le faire respecter. Pour l'anecdote, on appelle ça une aire marine protégée de papier, quand en fait c'est juste sur le papier qui manque les... Enfin voilà, ça se recoupait beaucoup avec ce propos-là aussi. Non, c'est clair. Merci à tout le monde pour ces premiers éléments du coup. On va passer maintenant à la parole de l'expert. Jean-Pierre Gattuso, comme on le disait précédemment, vous êtes donc océanographe à Villefranche-sur-Mer, vous êtes directeur de recherche au CNRS, excusez-moi. Vous avez reçu le prix Ruth Patrick en 2021 pour votre leadership et engagement dans l'acidification des océans, donc un sacré palmarès quand même entre nous. Justement, Sonia, je te laisse mener donc l'entretien. Alors Jean-Pierre Gattuso, est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer quel est ce phénomène de l'acidification qui concerne les océans mais aussi la Méditerranée ? Oui, toutes les mers et océans sont affectés. En fait, c'est un terme qui peut paraître compliqué, mais en fait, c'est extrêmement simple. On a la chance d'avoir, avec l'océan, un puits de CO2, c'est-à-dire qu'il y a du CO2 que l'on émet par les activités humaines émettent dans l'atmosphère. Le quart de ces activités humaines se retrouve absorbé par l'océan. Ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est moins de CO2 dans l'atmosphère et donc des changements climatiques moins forts que si nous n'avions pas d'océan. Cela dit, ça a des conséquences pour l'océan parce que ça bouleverse sa chimie et ça augmente son acidité, comme c'était dit dans l'infographie. Et donc une eau plus acide, quelles sont les conséquences sur le milieu vivant ? Alors tous les organismes qui ont un squelette ou une coquille calcaire, comme les huîtres, les moules, les coraux, ont plus de mal à fabriquer leur squelette ou leur coquille. Et donc on a montré que c'était vraiment un problème majeur. De plus, avec l'augmentation de la température, ces deux phénomènes pris ensemble est un phénomène absolument dramatique pour beaucoup de mollusques comme les huîtres ou les moules, d'intérêt commercial. Et puis on a eu un exemple l'année dernière avec une chaleur particulièrement élevée en Méditerranée. Donc on a appelé ça des canicules marines. Donc l'eau de la mer non seulement a été chaude, mais et également était chaude en profondeur. Et du coup, ça a touché ces organismes-là. Oui, alors en effet, dans le nord-ouest de la Méditerranée, on a eu une canicule marine qui a été tout à fait exceptionnelle. 134 jours, elle a duré de fin mai à fin septembre, en gros. Ce qui ne s'est jamais rencontré. On a eu à Villefranche-sur-Mer, en surface, une température de 29,2 fin juillet 2022. C'est 1,2 degré au-dessus du précédent record qui datait de la canicule de 2003. Et donc on voit qu'on est sur un phénomène d'accélération. Et donc lorsqu'on a ces vagues de chaleur marine, on a des mortalités massives d'invertébrés. Donc les gorgones, les coraux, les mollusques, les éponges, les échinodermes, les oursins. C'est un vrai problème. Et ce n'est pas du tout une surprise. Parce que le GIEC, dans le rapport qu'on a publié en 2019, avait prédit une augmentation de l'intensité, de la fréquence
et de la durée des vagues de chaleur marine. Donc c'est absolument quelque chose qui était absolument prévu par les chercheurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cela concerne pas seulement des espèces, mais aussi tout un milieu marin, parce que ces espèces comme les gorgones sont des habitats pour la vie marine, notamment les plus petits poissons. Oui, alors il y a d'abord des espèces, comme vous le dites, qu'on appelle des espèces ingénieurs, c'est-à-dire qu'elles fabriquent un habitat qui peut abriter de nombreuses autres espèces, donc ça augmente la biodiversité. Donc perdre ces espèces ingénieurs, c'est absolument dramatique pour d'autres organismes. Et également, il y a des espèces qui font partie de la chaîne alimentaire. Et donc quand on enlève des espèces à la base de la chaîne alimentaire, il y a des répercussions qui se font au fur et à mesure que l'on monte dans la chaîne alimentaire, qu'on arrive aux poissons et peut-être éventuellement aux cétacés. Alors là, on a parlé de façon très globale, mais il y a aussi des impacts liés à l'activité humaine, les humains que nous sommes sur le littoral, et ce qui est à la terre va à la mer. Oui, alors réchauffement et acidification font partie des variables, disons, qui sont globales, qui sont liées au changement climatique, mais il y a aussi des problèmes locaux, comme le plastique. La pollution plastique est un véritable problème en Méditerranée, notamment les microplastiques, et aussi la qualité des eaux usées. Là, il y a une bonne nouvelle, c'est que grâce à la Commission européenne, qui a obligé les communes à s'équiper, à traiter leurs eaux usées, avant de les déverser en mer. Et de façon paradoxale, sur la côte française de la Méditerranée, les dernières villes qui ont été raccordées à une station d'épuration sont parmi les villes les plus riches de France, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et Èze, dont les eaux ne sont traitées que depuis 2012. Et donc, de manière globale, sur les côtes françaises, on peut dire que, d'un point de vue sanitaire, la qualité de l'eau s'est améliorée grâce à cette réglementation. Voilà, donc sur les stations d'épuration, mais il y a d'autres leviers. Quels seraient les leviers les plus pertinents d'après vous? Est-ce que ça nous renvoie à ces aires marines protégées, par exemple? Alors, absolument. Les aires marines protégées font partie des solutions et qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle locale. Et moi, je ne connaissais pas l'existence de ce cantonnement que M. Bottero nous a expliqué. Et je suis absolument admiratif des pêcheurs d'Antibes pour se lancer dans... C'est la première fois que j'entends quelque chose qui se passe comme ça, vraiment à la base. Et donc, c'est vraiment quelque chose de C'est parce super. Que ça vient des pêcheurs, c'est leur prise de conscience. Oui, mais c'est absolument super. Ils agissent pour la planète. Ils agissent pas seulement, ils agissent un peu contre leurs intérêts parce qu'à court terme, ils s'enlèvent des possibilités de pêche, mais en même temps, ils agissent pour toute la communauté pour essayer de préserver la ressource et de préserver l'écosystème. Et j'espère que les difficultés qui ont été décrites concernant le balisage vont pouvoir se résoudre parce qu'il ne sert à rien d'avoir une aire marine protégée ou un cantonnement si on ne sait pas exactement où il est. Parce qu'en fait, il faut dire qu'en Méditerranée, il y a des aires marines protégées, mais il n'y en a que 0,2% de la surface de la Méditerranée qui est totalement protégée. Il faut absolument mettre... On ne peut pas pêcher, par exemple. Oui, absolument. Et donc, il faut pouvoir surveiller et faire respecter la réglementation. Sinon, on a fait ce qui a été dit tout à l'heure, une aire marine protégée ou un cantonnement de papier. Il faut absolument le mettre en... Monsieur Bottero, ça vous inscrivez effectivement dans ce que dit Monsieur Gattuso? Bien sûr, c'est très intéressant. Mais pour revenir sur les difficultés du balisage, on est quand même dans le plus grand port d'Europe de plaisance. Et nous, pêcheurs professionnels, on est vraiment en minorité par rapport à la grande plaisance. Et pour eux, on n'existe presque plus. En sachant que ces endroits, pendant des années, on y a travaillé, un filet de pêche, il est marqué de chaque côté par un drapeau et un ballon pour pouvoir les récupérer le lendemain ou 2 jours après. Ça veut dire que nos signaux de pêche, ils ne gênent pas la navigation, mais qu'une bouée ronde avec marqué zone marine protégée, elle gêne la navigation. Nous, pêcheurs professionnels, on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à le comprendre. Je suis désolé, on n'arrive pas à le comprendre. Moi non plus. Okay. Voilà. Justement, je voulais savoir, Monsieur Bottero, parce qu'on a parlé justement de l'implication de pêcheurs professionnels aussi pour protéger ces aires-là. Est-ce que vous trouvez qu'on met suffisamment, en tout cas qu'on vous implique suffisamment dans ces décisions qui au final sont pour le bien commun, dans le bien pour tous, dans la protection de l'environnement et de notre Méditerranée? Est-ce que vous pensez que justement on vous sollicite comme il faut ou il faudrait plus? Je pense qu'on est bien sollicité. Bon, après, c'est les instances plus hautes qui s'en occupent. Mais nous, de notre côté, on fait tout pour que ça soit réglementé le plus possible. Voilà.
On a maintenant, depuis cette année 2023, on a mis en place une surveillance complète de toute la prud'homie. Tous les pêcheurs de la prud'homie d'Antibes sont chargés de la surveillance du 1er janvier au 31 décembre. Tous les trimestres, nous avons un rapport à faire à la prud'homie avec les bateaux qui ont été observés sur zone. On leur a expliqué, on leur donne des flyers que nous avons fait. Nous avons fait un flyer avec marqué dessus zone marine protégée, cantonnement de pêche, interdit de pêcher. On veut bien comprendre qu'il y a beaucoup de petits bateaux qui n'ont pas de matériel sophistiqué pour dire maintenant vous prenez un téléphone, sur l'application du téléphone, n'importe lequel, il y a marqué que c'est une zone protégée. Voilà, il y a plein de petits bateaux qui vont pêcher en disant on n'était pas au courant, on n'a pas de GPS, on n'a pas de carte marine sur le bateau électronique. Voilà, des fois on a aussi à faire de la mauvaise foi. Mais bon... Moi, je suis premier prud'homme, j'ai le droit de faire respecter la loi par rapport à mes pêcheurs ou par rapport au règlement de pêche, mais je ne peux pas aller sur place faire un PV qui est à la charge des affaires maritimes ou de la gendarmerie maritime. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Monsieur Gatchizou en tout cas pour tous ces éléments. Et on va passer maintenant à une rubrique qu'on adore, la surprise. Faire de l'enquête ou du reportage sur le long cours, c'est accepter aussi de se laisser surprendre. Et justement, mesdames, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce dossier ? Flora ? Eh bien justement, après les échanges qu'on a eus, moi c'est vraiment, je ne pensais pas que parfois il pouvait y avoir autant de cohésion entre les différents acteurs. Et c'est beau à voir d'ailleurs. Oui, et c'est très intéressant en fait de voir aussi comment ça se met en place. Alors là, dans le cas du cantonnement d'Antibes, on a touché du doigt des limites, bien entendu, administratives, voilà, avec parfois des décisions qui sont prises un peu loin, peut-être géographiquement, je ne sais pas effectivement à quoi ça joue. Mais j'ai fait aussi un reportage sur une aire marine protégée en Italie. Enfin, j'ai appelé un spécialiste qui s'occupait de ça. Et en fait, c'est une aire marine protégée qui a été reconnue au niveau européen comme étant extrêmement efficace. Et là, par exemple, c'est pas du tout les pêcheurs qui ont demandé à ce qu'elle soit mise en place, mais au fur et à mesure du temps, effectivement, ils ont eu des ressources halieutiques bien meilleures que celles qu'il y avait avant. Ils se sont impliqués davantage dans la surveillance, mais il y avait aussi cette chose-là en plus, la surveillance qui était mise en place par des autorités maritimes en lien avec les autorités locales. Donc, quand il y a une vraie émulation, quand vraiment jusqu'au bout de la chaîne, ça fonctionne. Voilà, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à des choses aussi géniales. Et en fait, après, ça donne des projets absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'après, c'est un tourisme vertueux qui se développe. C'est une prise de conscience, même pour des personnes qui viennent pour une semaine, qui disaient, vont faire de la plongée sous-marine pour voir les mérous, par exemple. Donc là, il y a aussi déjà cette démarche à Antibes avec, on va voir des plaisanciers, on leur explique qu'un herbier de Posidonie, voilà à quoi ça sert, etc. Mais il y a beaucoup de pédagogie, les choses se mettent en place. Après, l'Italie, ça fait des années maintenant que c'est en place. Donc voilà, il faut aussi du temps. Mais ça, voilà, quand il y a une synergie et qu'elle fonctionne bien, ça donne des choses qui dépassent même l'enjeu méditerranéen. Voilà. Aurélie. Moi, je rebondis également sur les propos, notamment de Monsieur Bottero. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le sujet que j'ai fait sur la pêche amateur et sur l'ampleur et la dérégulation de cette activité de loisir. En fait, j'ai été estomaquée d'apprendre qu'en Méditerranée française, il y avait environ 3000 pêcheurs professionnels, mais des centaines de milliers de pêcheurs de loisirs. Et surtout qu'il n'y a pas de recensement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réglementation. En rivière, il y a un permis. Pour chasser dans la forêt, il faut un permis. Et puis en mer, il n'y a rien. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi et à ça. En fait, vrai, mais oui. En fait, une fois qu'on pose les yeux là-dessus, on se dit mais pourquoi, comment ? Et donc en remontant le fil, donc on a retrouvé un sénateur qui a été mandaté par le gouvernement en 2019 pour travailler sur le sujet, qui s'appelle Pierre Médevielle. Donc on a fait un grand entretien avec lui. Et lui, en fait, il a donc dès 2019 saisi par Édouard Philippe fait 150 entretiens à travers la France, rencontré toutes les fédérations, parce qu'en plus la pêche de loisirs en mer est très mal structurée. Il y a 10 fédérations en France, mais je crois qu'il y a une dizaine
dizaine de pourcents des pratiquants qui sont affiliés à des fédérations. Tous les autres font ça dans leur coin. C'est sauvage, quoi, entre guillemets. Voilà, et cette pêche, elle englobe donc dans cette estimation au doigt mouillé de 2,7 millions de pêcheurs amateurs de loisirs. Il y a pêle-mêle les gens qui pêchent à l'hameçon le dimanche avec leur petit-fils et des braconniers, des chasseurs. En France, j'étais estomaquée d'apprendre qu'il se vend environ 100 000 harpons par an. Ça se fait encore les harpons. Ouais, tout à fait. Que la pêche de loisirs, on y autorise aussi les filets. Et donc ce sénateur disait, mais attendez, il y a plusieurs axes de solution. Son rapport, il est hyper bien fait. Il est resté lettre morte pour l'instant. Il faudrait vraiment que ça bouge. Et là, je pense que moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y ait pas plus de volontarisme de la part de l'État. En fait, il commande un rapport. Maintenant, il faut qu'il soit appliqué, je pense. Ouais, bien sûr. Donc là, ça devrait bouger. Ils ont des entretiens bientôt avec le ministère de l'Agriculture et le secrétariat à la mer. Je ne sais plus exactement l'intitulé de cette branche-là. Mais voilà, en fait, dans ce rapport, il y a toutes les solutions qui ont été étudiées. Donc, recenser finement les pêcheurs, avec un système d'attribution de cartes, les faire tourner pour qu'il n'y ait pas plus de pêcheurs par jour que ne soit possible, revoir la liste du matériel autorisé. Comme me disait M. Bottero, très simplement mettre en place des applis. Quand on arrive dans une zone protégée, on vous le signale et c'est obligatoire d'être doté de ce type d'équipement pour pas pêcher n'importe où. Il y a tout un arsenal de solutions qui a été bossé par ce sénateur et toutes les personnes qui ont travaillé ça avec lui. Maintenant, on a envie de dire, la surprise, c'est pourquoi c'est pas appliqué. Surtout quand on voit l'état de la Méditerranée et des océans, il faudrait vraiment là qu'il y ait un petit peu de volontarisme, je pense, à l'échelle de l'État en fait. Alors ça c'est clair, on est sur une bonne surprise là, clairement. Ah ouais. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant, que vous pouviez comprendre un petit peu la situation. Ces clubs, ces associations de pêcheurs de loisirs, suivant le nombre qu'ils sont, ils ont le droit, je vais venir à un sujet qui fâche, mais pour nous ça nous fâche énormément, qui ont le droit à des bagues pour la pêche au thon. Et nous, en tant que pêcheurs professionnels, c'est un permis de pêche spécial, il faut avoir des antériorités pour pouvoir aller à cette pêche. À Antibes, il n'y a aucun pêcheur qui a droit à une bague pour vendre un thon, pour attraper un thon. Et eux, c'est des pêches de loisirs, ils n'ont pas de charge, ils ont juste la place au port à payer. Et eux, dans leur association, ils ont droit à des 15-20 bagues pour pêcher des thons. C'est quand même incroyable. C'est pas très logique. Moi, je comprends votre exaspération. Et puis, il y a aussi le braconnage. De ce que racontait... Ça, je savais même pas que ça existait, le braconnage. C'est dingue. Quand on a réfléchi à faire cette zone de protection sur la Pesquerolle, on s'était dit, pourquoi pas leur aventurier. Leur aventurier, c'est une zone forte où nous, on se fait des règlements de pêche intérieur prud'homies, où on peut pêcher que la langouste, le chapon, la mostelle du 1er mai au 30 septembre. Eux, ils y pêchent toute l'année sur ces zones. Et quand on veut y aller du 1er au 30 septembre, il y a du beau temps, la mer est calme, on a de la chance chez nous, on n'a pas beaucoup de vent. Ils sont là-haut, mouillés sur leur aventurier, on ne peut pas poser nos filets. Quand on pose nos filets, ils mettent leur angle dans nos filets, ils s'en foutent, ils pêchent des tanudes, ils pêchent des dorades grises, des dorades roses, ils pêchent des chapons à la ligne, ils pêchent des thons, ils pêchent des palamides, et voilà, et eux, ils sont les rois du pétrole. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. C'est quand même exceptionnel, c'est incroyable. Nous, on paye des charges et tout, on ne peut pas travailler dans ces zones, en pleine saison. Puis corrélé aux enjeux environnementaux, on ne peut pas comprendre que la Méditerranée puisse encore être cette espèce de Far West où il y ait autant de disparités de pratiques. Donc c'est vrai que moi, ça m'a vraiment énormément surprise. Et je pense qu'il faudrait que ça avance plus vite, quoi. Surtout que le rapport, il existe. Il est là, il est tout frais, il est tout beau. Hyper touffu, hyper précis. Enfin bon, voilà. Et pour revenir aussi à une autre problématique qui est aussi, peut-être les scientifiques l'ont observé, c'est le problème d'oursin. La pêche à oursin est très réglementée depuis quelques années. Cette année, on a vu que la ressource est très pauvre. Votre problème que vous avez exposé, que les jours se réchauffent, l'été les oursins descendent pour retrouver de la fraîcheur dans les eaux profondes, mais dépassés 30 mètres, les oursins ne peuvent plus se nourrir, ils n'ont plus de quoi se nourrir. Il n'y a pas assez d'algues. Il n'y a pas assez d'algues, donc, et il y a des plongeurs qui ont plongé il n'y a pas longtemps sur des zones en Corse où c'était très très fleuri d'oursins. Dépassé 30 mètres, il y a des zones d'oursins morts tout le long, parce que les eaux se réchauffent et qu'on ne peut plus faire autrement. Et cette année, Monsieur Cepero, qui est avec moi et qui est le seul qui fait les oursins dans ma prud'homie, la ressource est catastrophique. C'est catastrophique.
Et par-dessus tout ça, la plaisance, l'été, les gens sur les bateaux, ils se mettent à l'eau parce qu'ils mangent les oursins, les pieds dans l'eau, ils mangent les oursins sur les bateaux parce que c'est l'été, parce que c'est la saison. Et rien n'est respecté. Voilà. Ouais, donc il y a une vraie urgence à essayer d'un peu plus réglementer tout ça pour respecter un peu plus notre environnement aussi, et surtout notre belle Méditerranée, quoi. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Mais justement, on va passer à une autre rubrique qu'on aime beaucoup. C'est l'angle qu'on aurait voulu traiter. On va rentrer un peu plus dans le vif de la rubrique directement, sans filer ni rien. Est-ce qu'il y aurait un angle particulier ? J'ai pas fait exprès pour le jeu de mots, je t'ai vu, regardez, je n'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça. Non, c'est sorti comme ça, je promets, ce n'est pas dans mes notes. Justement, Flora, est-ce qu'il y a un angle particulier que tu aurais voulu traiter ? En fait, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer, donc du coup, je sais plus trop quoi dire. Non, je plaisante. Non, mais vous l'avez tué son angle. Non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au fil des discussions, il y a des choses qui ressortent, en fait, et effectivement, moi, je pense que, et peut-être que finalement, je vais le faire sur le droit de la mer. Voilà, exactement. Comment ça se passe au niveau de la législation, quelle législation s'applique. Là, c'est vrai qu'il y a un traité international de protection de la haute mer qui vient d'être pris. L'enjeu, protection de la biodiversité, mais exactement, après, on voit que d'un pays à l'autre, ça peut être différent, qu'il y a chacun va un petit peu peut-être adapter la chose à son goût. Au-delà de ça, il y a aussi un problème effectivement de surveillance qui revient. Donc là, ça tombe bien, je vais avoir la préfecture maritime, j'espère, en interview, donc on va pouvoir leur poser des questions. Mais j'ai une question pour vous deux dans ces cas-là, parce qu'on parle de la Méditerranée, qui est un espace, comme on a dit, où il y a quand même plein de pays qui se partagent cet espace-là. On a quand même aussi 2 rives différentes, donc sud et nord aussi. On sait qu'il y a aussi plein de pays avec des enjeux très différents aussi. Comment on fait pour tous s'entendre aussi sur une réglementation, à terme, en fait, s'il faut qu'on protège cette Méditerranée ? Alors, chaque pays a en fait sa zone économique exclusive, 200 000 à partir des côtes. Bien sûr, mais bon, on va réfléchir dans ensemble, quoi. Et au-delà de ça, c'est la haute mer. Et donc, il n'y a pas de gouvernance pour l'instant. Il y a ce traité qui vient d'être évoqué qui va servir, mais en fait, il n'a même pas encore été ratifié. Donc, il va falloir quelques années avant qu'il y ait des outils opérationnels pour ça. Et c'est ce que vous dites est tout à fait vrai. Le contraste entre la rive nord et la rive sud est un des problèmes de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut au nord. Si les pays de la rive sud ne sont pas capables, n'ont pas les fonds et les outils pour faire aussi de la protection et des actions en faveur de l'environnement dans leur pays. On voit par exemple la gestion des déchets au Liban qui est absolument catastrophique. Je pense au Liban, je pense à la Tunisie aussi pour certaines usines. La Tunisie, la Libye, l'Égypte. Et donc c'est un vrai problème de la Méditerranée et donc il est indispensable de faire de l'aide au développement. Il faut que les pays de la rive nord aident les pays de la rive sud à se mettre autant que possible à niveau. Sinon, on n'y arrivera pas. Les eaux usées ne sont pas traitées dans la très très grande majorité des villes de la rive sud. Et donc, si on veut que les actions qu'on fasse au nord permettent une meilleure qualité de la Méditerranée, il faut absolument de l'aide au développement. Vraiment une prise de conscience aussi, effectivement, peut-être qu'avant il y avait un enjeu moins pressant, là je parle peut-être de la part d'acteurs économiques ou... là je sais que je travaille actuellement sur les navires poubelles et aussi les démantèlements de navires, alors il y a des ports dans le nord de l'Europe qui sont adaptés pour ça, en France on n'en a pas, pourquoi il y a des réflexions qui sont engagées sur ça parce qu'il y a des urgences en fait. Bien sûr. Donc les différents acteurs me disaient on réfléchit mais effectivement c'est assez neuf et on voit que sur plein de sujets même qu'on a traités, que ce soit aussi pollution sonore sous-marine, je passe sous votre couvert, mais il y a quand même des choses qui se font, mais c'est très long et lent en fait à mettre en place. Merci beaucoup. Sonia, est-ce que toi tu avais un angle, pas les surprises, désolée, l'angle que tu aurais voulu traiter? Oui, alors ça se recoupe un peu avec ce qu'on vient de dire. Je voulais vous parler du thon rouge parce qu'il y a eu une réglementation sur le thon rouge qui a été une espèce surexploitée. Alors j'entends ce que vous dites sur une pêche amateur de thon rouge qui vous coupe un peu l'herbe sous les pieds. Le thon rouge est protégé depuis 2009 et le bilan est plutôt positif, c'est-à-dire que des effectifs de cette espèce qui étaient en chute libre en Méditerranée se sont un peu stabilisés. Donc la situation elle est qualifiée de améliorée sans être pour autant faramineuse, définitivement gagnée.
Mais ça nous montre bien ce type d'expérience que on peut agir et que dès qu'on se met à protéger, que ce soit une zone ou une espèce, on va favoriser tout un écosystème. Et c'est là-dessus que la recherche travaille actuellement, plus seulement compter les poissons espèce par espèce, mais c'est de comprendre aussi les liens qu'il y a entre les espèces et puis avec leur propre environnement. Et on est en train de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de protéger des poissons dont on a besoin commercialement, mais aussi tout un écosystème. Voilà. Et juste une donnée une donnée qui émane de l'Europe, en Méditerranée, on estime que 85% des espèces pêchées sont surexploitées. C'est plus haut qu'en Atlantique. On a beaucoup de travail encore, quoi. Bien du travail. Et finissons par toi, Aurélie, sur l'ongle, s'il te plaît. En fait, c'est un peu ce que vous disiez tous les deux, Roxane et Monsieur Gattuso. Moi, je m'étais engagée dans un panorama des solutions autour de la Méditerranée, à la fois état des lieux et solutions. Et pour ça, on est en train de se tisser un petit réseau par les entrefaits de Monsieur Guillot, précieux contact, climatologue et co-auteur du rapport du GIEC. On a récupéré un contact de scientifiques au Liban, un contact au Maghreb, qui travaillent sur la Méditerranée. Et l'idée, ce serait qu'on se mette en réseau pour pouvoir avoir les bonnes infos sur toutes les rives, pour en fait pouvoir aussi donner à nos lectrices et lecteurs une photographie qui soit plus large, puisqu'on l'a dit, les enjeux ne sont pas que de notre côté. Donc c'est un article qu'on va faire. De toute façon, c'est une initiative, on va lancer cette prise de contact et on va voir comment on peut travailler sur la problématique en élargissant un peu le zoom, en fait. On n'a pas eu le temps de le faire avant l'émission, mais c'est pas quelque chose qu'on va laisser dans les cartons. On peut le bosser en vidéo aussi, si tu veux. On peut faire un revanche en vidéo, t'inquiète. On en parle. Eh bien, merci beaucoup. Merci, mesdames. Donc, c'est un thème, comme vous l'avez vu, qu'on va continuer à traiter, bien évidemment, de manière très sérieuse, comme d'habitude, dans les médias du groupe Nice Matin. D'ailleurs, en parlant de sujets traités par le service Solutions, les votes seront bientôt ouverts. Maintenant, à l'heure où vous allez regarder cette émission, les votes sont ouverts pour le prochain dossier. Donc, Flora, est-ce que tu peux nous donner les thèmes, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, les prochains thèmes que nous allons proposer, on va reproposer le comment soigner une justice malade que nous avions déjà proposé le mois précédent. Voilà, alors les dossiers qui s'accumulent, les délais de traitement toujours longs, la perte de confiance des citoyens dans la justice. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça ? Comment est-ce qu'on peut peut-être faciliter la vie de nos acteurs juridiques ? Donc, c'est ce qu'on va proposer comme premier thème. Ensuite, on va proposer comment se loger sans se ruiner. Voilà. On l'attend. Alors, entre les résidences secondaires qui peuplent notre territoire, les Airbnb, le coût de la vie qui augmente aussi, on va essayer de savoir quelles solutions s'offrent à nous pour essayer de moins mettre dans notre loyer. Et puis enfin, on propose un thème assez, là aussi, humain, c'est comment prendre soin de nos soignants. Ça aussi, clairement. Alors, face aux démissions en masse qui les affectent, au manque de moyens, aux pressions financières qui sont exercées sur l'hôpital, le milieu hospitalier, voilà, comment on va faire face, comment on peut faire face à ça, comment on peut les aider. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Flora. Pour voter, rendez-vous sur les sites du groupe Nice Matin, comme d'habitude, rubrique Solutions, ou sinon, sur la prochaine newsletter, vous aurez un petit lien. Vous n'hésitez pas, vous cliquez, vous nous dites ce que vous en pensez, et nous, on travaillera ça correctement. Et comme il faut, évidemment. Enquête de solutions, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à nos invités, donc à vous deux, pour ces éclairages et toutes ces informations qui étaient très riches. Merci beaucoup. Merci également à nos acolytes, notre acolyte. Oh, j'allais dire les 3 mousquetaires. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il est temps de finir cette émission, je pense, n'est-ce pas ? Merci également aux personnes qui ne sont pas avec nous en plateau. Donc, je nomme Sophie Cassal et également Quentin Lazeras, le sang pour les reportages vidéo. Merci à la régie Sophie Donzé, Philippe Bertini et Franck Fernandez. Merci aussi à Chloé Vargard pour la créa et le meilleur pour la fin. Merci à vous et à la prochaine.